Bonjour à tous, je suis Philippe Roux de l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler de mon utilisation de Moodle pour l'accompagnement personnalisé des étudiants. Donc, je vais commencer par contextualiser un petit peu mon travail avec Moodle dans mon établissement, et puis après je vais vraiment me concentrer sur des activités techniques que j'utilise et qui sont très utilisées par les étudiants actuellement, qui sont des contenus vidéo et des QCM d'auto-formation. Alors le contexte, quand on pense Université de Rennes 1, on pense Rennes, mais en fait l'Université de Rennes 1, il y a beaucoup de campus, et moi je suis sur le campus de Lannion. Alors c'est un campus qui a une longue histoire, puisque le 11 juillet 1961, il y a eu la première télécommunication satellite qui a été réalisée depuis Plumeur-Baudou vers les États-Unis. C'est ce qui a fait que se sont implantées à Lannion de grandes entreprises des télécommunications, qui aujourd'hui sont principalement Orange Labs, Nokia, Ericsson, mais il y a tout un tissu de start-up dans le monde du numérique qui sont à Lannion. Au niveau de l'Université de Rennes 1, il y a deux composantes importantes. Donc, c'est l'IUT de Lannion, c'est quand même 800 étudiants, il y a 4 départements, il y a un 5e qui va être créé à la rentrée, il y a aussi des licences pro. Donc là, on est sur un établissement avec quand même des néo-bacheliers en grand nombre. Moi, j'ai enseigné de 2001 à 2014 dans le département Info, avec des promos de 100 étudiants par an. Donc c'est quand même des gros groupes. Et depuis 2014, j'enseigne donc à l'ENSAT Lannion, qui est une école publique d'ingénieurs qui fait partie de Rennes 1. Donc là, on est sur des effectifs plus petits, on a 350 étudiants ingénieurs, et on a aussi des doctorants, une cinquantaine, qui sont dans les laboratoires de recherche. Donc là, on va retrouver vraiment les domaines de la haute technologie lannionnnaise, la photonique, l'électronique, l'informatique, et on a aussi de la formation par apprentissage qui est très soutenue par Orange Lannion. Alors, comme je fais partie de l'Université de Rennes 1, on a vu Moodle arriver en 2006, donc je pense que c'était partout dans toutes les composantes de Rennes 1. Donc au départ, j'ai commencé comme tout le monde par juste mettre quelques documents, l'utiliser comme un espace de dépôt. Puis petit à petit, j'ai découvert toutes les fonctionnalités qu'il y avait. J'ai essayé de les intégrer une à une dans ma pratique parce qu'elles me rendaient un service et parce qu'elles me permettent d'améliorer mon travail. Donc j'ai vu qu'on pouvait faire du rendu de documents, mais qu'on pouvait aussi faire du rendu et après corriger ces rendus dématérialisés. Puis on pouvait gérer les notes, puis on pouvait gérer l'évaluation des cours et encore tout plein de choses. Donc c'est de là-dedans que s'insèrent les deux choses que je vais vous expliquer après, qui sont les contenus vidéo et les QCM en ligne. Donc il faut imaginer que pour chacun de mes enseignements, j'ai une page Moodle comme ça. Donc ici c'est le cours d'analyse harmonique. Donc il y a des onglets qui vont se répéter dans un peu tous les cours auxquels les étudiants sont habitués quand ils me connaissent. Donc ils savent qu'il y a l'onglet documents où ils peuvent aller chercher les documents du cours. Ils savent qu'il y a l'onglet évaluation où ils vont trouver tout un tas d'informations sur l'évaluation. Et puis il y a un onglet QCM dont je vais parler tout à l'heure. Et puis il y a d'autres onglets qui correspondent à la scénarisation du cours. Donc là qui va par contre changer d'un cours à l'autre. Quand on ouvre ces onglets, donc j'essaye de faire condenser pour pas qu'il y ait trop d'informations d'un coup quand on ouvre la page Moodle. Donc là, on va trouver, si possible, différents types d'informations. Par exemple, quand l'étudiant cherche des informations sur l'évaluation, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les corrigés des années précédentes. Donc il va trouver les corrigés des années précédentes. Une fois que l'évaluation aura eu lieu, il trouvera le corrigé de cette évaluation. Donc ce n'est pas un cimetière de PDF, ça va évoluer. Et puis il va aussi trouver sa note, il va trouver le bilan des notes des autres années. Donc il va pouvoir recontextualiser les choses et mieux se situer. Et puis dans les onglets qui sont propres au cours, là il va trouver d'autres contenus, dont en particulier les vidéos dont je vais vous parler après. Alors, on n'est pas là pour un séminaire de pédagogie, mais quand même, Moodle, c'est un outil qui permet de mettre en pratique la pédagogie. Donc, il y a un moment, il faut se donner des outils théoriques. Alors, je ne suis pas un grand fan des outils théoriques de pédagogie, mais celui-là, c'est quelque chose qui m'a aidé à avoir une réflexion sur mes enseignements et qui m'a aidé à trouver où je devais agir pour améliorer mes enseignements. Ce qu'on appelle le triangle pédagogique, il fait apparaître les 3 acteurs d'un enseignement, qui sont l'étudiant, l'enseignant et le savoir. Et il ne place aucun de ces 3 acteurs au centre. Il se concentre sur les interactions entre ces 3 acteurs. Alors, il y a des interactions qui nous viennent tout de suite en tête, c'est l'interaction entre l'étudiant et l'enseignant, c'est ce qui se passe pendant le cours. Il y a des interactions auxquelles les gens pensent moins vite, c'est l'interaction entre l'enseignant et le savoir, c'est quand il prépare un cours, quand il va créer des contenus. Et puis, il y a cette grande inconnue qui est l'interaction entre l'étudiant et le savoir. Alors, déjà, cette interaction entre l'étudiant et le savoir, en cours, elle n'est pas toujours évidente. Dans un cours magistral, est-ce que l'étudiant est vraiment en interaction avec le savoir? On peut en douter. Quand un étudiant recopie une correction en TD, est-ce qu'il est vraiment en interaction avec le savoir? Moi, j'en doute.
Et alors après, qu'est-ce qui se passe en dehors du présentiel? Ça, c'est la grande inconnue. Alors, pour ajouter une difficulté, moi j'enseigne les mathématiques, je sens qu'il y a déjà des gens qui tremblent un peu à la vue de cette formule, donc il y a souvent cette barrière, on sent que c'est agressif, et moi j'enseigne dans un contexte donc, de sciences et technologies, donc je suis face à un public qui a besoin de beaucoup de mathématiques de haut niveau, et en même temps, il n'est pas venu pour faire des mathématiques. L'étudiant néo-bachelier qui vient en DUT Info, c'est pas pour faire des maths, c'est pour faire de l'informatique. Donc il va falloir le motiver à en faire, c'est pas si facile. Mais ce n'est pas ça la vraie difficulté. Quand on regarde les choses, il y a toujours des moyens de contourner cette peur au premier abord. Ça, c'est le travail de la relation entre l'enseignant et l'étudiant. Mais la vraie difficulté, c'est l'hétérogénéité qui se cache derrière nos groupes d'étudiants. C'est une hétérogénéité à tous les niveaux. Il faut bien comprendre qu'on commence à faire des maths en France à partir de la grande section de maternelle. Donc quand ils arrivent en post-bac, ils ont 13 ans de prérequis de mathématiques, avec des parcours tous différents. Donc moi, je vais avoir devant moi, dans un même groupe, des gens qui viennent d'un bac pro ou qui ont fait une terminale S avec l'option sciences de l'ingénieur. Et il faut que je fasse travailler ces gens ensemble, aucun se sente exclu ou n'exclut l'autre, et qu'au final, on arrive à les diplômer tous de la même manière. Maintenant que je suis en école d'ingénieur, j'ai le même problème avec des gens qui sortent du concours des grandes écoles, donc des prépas avec encore là différents types de prépas, donc certains MP, d'autres avec des PSI, etc. Et puis j'ai des gens qui ont fait un cycle court pour une insertion professionnelle plus rapide et puis qui finalement se décident à prolonger vers des études d'ingénieur. L'hétérogénéité, elle se retrouve aussi dans les objectifs. Comme j'ai dit, j'ai des étudiants qui sont plutôt en apprentissage ou qui vont vouloir faire leur 3e année d'ingénieur en contrat pro. Et puis j'ai des étudiants aussi qui visent directement après le diplôme d'ingénieur de poursuivre sur un doctorat. En photonique, c'est très très fréquent. Donc il faut gérer depuis le post-bac jusqu'au doctorat, une hétérogénéité dans les parcours, dans les attendus et puis dans les prérequis. Alors ça se répercute en maths, donc évidemment il y a des lacunes, alors on le dit toujours, donc il y a des gens qui ont des lacunes sur des bases extrêmement simples de calcul, parfois des lacunes plus compliquées sur de la logique, parfois des lacunes sur de la méthodologie. Des gens qui ont eu un très bon niveau jusque-là et qui n'ont jamais eu de difficulté, le jour où ils se trouvent confrontés à des domaines plus durs à apprendre pour eux, ils vont avoir des lacunes méthodologiques, ils vont avoir du mal à s'organiser, ils peuvent échouer alors qu'ils ont été très brillants en classe préparatoire. Et il y a aussi des lacunes plus complexes qui sont des pans entiers du programme de maths qui n'ont pas été vus parce que la personne a eu une filière qui l'a amené dans notre école très particulière et donc il y a des trous dans la raquette. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Il faut une individualisation de la pédagogie. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Normalement, nous enseignants, il y en a deux grands, c'est le mode d'enseignement et le mode d'évaluation. On l'oublie souvent, celui-là. Donc le mode d'enseignement, très souvent, vous avez entendu des enseignants se plaindre qu'ils n'avaient pas assez d'heures pour faire le cours. Là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On a un nombre d'heures qui est contraint. Si on écoutait les demandes de tous les enseignants, on aurait 90 heures de cours par semaine, ça ne serait pas faisable. Pour pallier à ça, on a beaucoup parlé des pédagogies actives. Il y a quelque chose qui est revenu dans plusieurs conférences, c'est si tout le monde fait de la pédagogie active, les étudiants ne peuvent pas tenir 8 heures de cours comme ça par jour. Moi, il y a des étudiants en bilan, ils disent « Non, mais nous, on veut un cours avec CMTD, là, c'est pas possible. On ne peut pas être tout le temps à faire des escape games, à faire des jeux sérieux, c'est pas possible. » Le soutien individualisé, c'est un truc que j'ai expérimenté dans le cadre particulier du DUT parce qu'il y avait de l'argent pour ça, ça s'appelait le plan licence dans les années 2010, donc on avait des publics ciblés, par exemple les bacs techno, auxquels on pouvait rajouter des heures sur la base du volontariat, c'était financé. Ça marchait pas mal, maintenant que je suis en école d'ingénieur, il n'y a pas d'argent pour ça, donc j'étais obligé d'avoir des idées, puis au final, les idées, des fois, c'est aussi efficace que l'argent. Les modes d'évaluation, donc là aussi, si vous avez suivi d'autres conférences, vous avez dû entendre les gens dire qu'il y avait une limite, c'est souvent l'explosion du travail de correction. Donc il faut faire très attention, si on ne maîtrise pas le volume de travail qu'il va y avoir derrière un nouveau mode d'évaluation, on ne sera pas capable de maintenir cette pédagogie et ça sera un échec et on aura après du mal à convaincre les collègues de s'investir sur une nouvelle innovation. Donc il faut toujours penser au départ, attention, quel va être le volume de travail qu'il va y avoir en aval.
Et la prise en compte du travail personnel, alors je le mets dans la même chose parce que ça, c'est des expériences que j'ai tentées avec des collègues où on essayait de demander des devoirs maison aux étudiants et ils nous les ramenaient. Donc nous, ça nous faisait exploser notre volume de correction. On le faisait en s'investissant moins dans d'autres cours, ce qui est extrêmement mauvais. Et puis au final, qu'est-ce qui se passait? Vous corrigez 20 devoirs maison et vous vous rendez compte que vous pouvez les classer en 4 paquets et que donc ils ont travaillé par groupe de 5. Et en fait, il n'y a pas vraiment un travail individuel, donc l'objectif, il est complètement loupé. Et au final, vous avez explosé votre volume de travail, donc ça ne va pas du tout. Alors, comment accompagner les étudiants et rajouter ça dans l'évaluation et que ça soit un travail personnel? Alors, je vous ai dit, le travail personnel, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, moi, je pose la question aux étudiants dans les évaluations de cours. Donc, ça, c'est un formulaire Moodle. Et vous pouvez voir que pour un même cours qu'il a fait 40 heures équivalent TD, les étudiants vont me dire, certains, qu'ils ont travaillé moins de 10 heures en travail personnel dessus et d'autres plus de 40 heures. Donc là, l'hétérogénéité, vous la voyez. Alors, comment est-ce que je fais pour motiver celui qui fait moins de 10 heures à en faire plus, qu'il ait un intérêt à le faire? Comment est-ce que je fais pour que celui qui travaille déjà 40 heures, il arrive à optimiser son travail et que ça ne devienne pas 60, 80 ou 120 heures, ce qui est absolument impossible? Et comment je fais pour prendre ça en compte dans l'évaluation pour qu'il y ait une valorisation de ce travail individuel? Donc, le premier outil que j'ai utilisé, ce sont les contenus vidéo. Créer des contenus vidéo pour aider les étudiants dans leur travail personnel. L'idée, elle vient d'un bilan face aux étudiants. Donc, on faisait des bilans dans des classes où les étudiants nous expliquaient ce qu'ils avaient pensé du cours. Et il y a une réflexion d'un étudiant qui dit « C'est très bien vos corrections, mais ça va trop vite, j'aimerais faire pause. » Et là, je me dis « Mais c'est avec une vidéo qu'on fait pause. » Donc, on sait faire des vidéos, on sait faire un exercice devant les gens, ils disent que c'est bien, donc on va juste les mettre en vidéo. Et puis, eux, ils vont pouvoir faire pause, ils vont pouvoir revenir en arrière quand ils n'arrivent pas à suivre, ils vont pouvoir travailler à leur rythme et reprendre les choses chez eux. Donc, il faut quand même respecter certaines choses pour que ça soit utile vraiment aux étudiants. Il faut bien cadrer ce qu'on fait. Donc, il faut essayer de réduire à des techniques simples, précises, où l'étudiant peut vraiment travailler, d'ailleurs, où il doit le travailler vraiment de manière personnelle et progresser dessus pour comprendre après des choses plus complexes qui seront mieux expliquées en TD. Donc il faut toujours se rappeler que quand des gens regardent une vidéo sur YouTube, ils restent rarement plus de 2 minutes devant une vidéo. Donc si on arrive à faire une capsule vidéo de 2 minutes, ça c'est très bien. On peut aller jusqu'à 5 minutes parce que là l'étudiant il est dans une démarche proactive, mais si on commence à faire 10 minutes, c'est pas la peine, ça va pas du tout marcher, l'étudiant va pas arrêter de zapper entre un morceau de la vidéo et un autre, et au final on n'aura rien de bon. Je me suis rendu compte que ça changeait la manière d'aborder l'explication. C'est-à-dire que très souvent, les étudiants sont demandeurs de corrections écrites pour préparer leurs devoirs. Or, la correction écrite, ça a un côté statique, linéaire, qui ne retranscrit pas du tout la démarche mathématique. Donc là, dans une vidéo, on peut montrer le tâtonnement, on peut montrer le raisonnement, le retour en arrière, et comment est-ce qu'on va trouver la bonne solution au problème. Donc cette structure non linéaire, elle apparaît très bien à la vidéo, et là, les étudiants peuvent vraiment la manipuler en revenant en arrière. Du coup, après en TD, on a moins peur de se retrouver avec un volume d'exercice trop faible qui a été fait ou des explications qui ne seraient pas passées. Et donc, on est plus libre, on a moins de pression en TD sur l'explication des exercices. Je vous ai mis une vidéo, donc vous avez les transparents de cette présentation sur l'espace de la conférence, sur Moodle. Donc, vous pourrez aller cliquer si vous voulez aller voir. Vous irez peut-être pas voir parce que c'est vraiment des maths, donc personne sensible s'abstenir. Alors, je vais aller un petit peu à contre-courant peut-être de ce qui est dit souvent dans la présentation des vidéos. Moi, je suis pour faire simple. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu une formation InWeCast, et quand j'ai eu une formation InWeCast, eh bien, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que les techniciens n'ont pas réussi à faire marcher InWeCast. Je suis sorti de cette formation en me disant, on ne va pas se prendre la tête, j'ai un smartphone, il fait de très bonnes vidéos, je vais le poser devant mon tableau, je vais me mettre devant, et puis je vais essayer, je vais en faire. Bien sûr, ça ne sera pas parfait au premier coup, mais vous allez pouvoir en faire, vous allez vous mettre dedans, vous allez vous prendre au jeu, et les progrès vont arriver. Exactement comme les étudiants avec le travail qu'ils font. Donc là, vous voyez, c'est mon bureau, je cadre juste avec un petit trépied et un adaptateur mon smartphone sur le tableau, je fais mon exercice au tableau, et après, je vais récupérer un fichier. Faites le type de fichier le plus courant qu'on trouve, le MP4. Une fois que vous avez ce fichier-là, il faut le déposer quelque part pour qu'il puisse être lu. Alors, il y a possibilité de déposer des fichiers dans Moodle, mais ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'un serveur de vidéo parce que ça demande énormément de bandes passantes pour être lu quand des étudiants vont le voir. Alors,
Moi, je suis à l'université de Rennes, j'ai de la chance. On a quelque chose qui s'appelle le Media Server, donc c'est comme YouTube. Je vais déposer mes vidéos dessus et il va se charger de la diffusion. Donc là, vous avez tout un tas d'onglets qui, chacune contient une vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a un nombre de vues qui est indiqué. Donc ça veut dire que pendant 1 an, cette vidéo-là, elle a été vue 1300 fois quasiment par les étudiants. Il y en a 30 dans le cours qui correspond là. Donc c'est pour vous dire, les étudiants, ils vont vraiment les voir. Comme dans YouTube, vous avez un moyen d'exporter cette vidéo pour l'intégrer ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de présentations qu'il y a eu. Donc quand vous allez sur l'espace de cette vidéo, vous pouvez avoir le lien direct vers la vidéo pour le téléchargement, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de récupérer un lecteur vidéo pour l'intégrer dans l'espace de cours. Donc là, ça, c'est un petit bout de code HTML là, qu'on appelle un iframe. On va le trouver dans cette page, et donc on va le récupérer, et on va aller le déposer dans l'étiquette Moodle où on veut insérer notre vidéo. Alors, quand on crée des étiquettes dans Moodle, ce sont les petites parties qu'on remplit. En général, on utilise l'éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire on tape directement et puis on voit ce que ça donne, ce qu'on veut avoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a du code informatique très simple qui s'appelle du HTML. Alors, on n'aime pas trop manipuler le HTML, mais il y a un petit bouton qui permet de libérer des boutons cachés quand on édite une étiquette dans Moodle. Et puis, il y a une petite balise ici qui dit « faire afficher le code ». Donc, on fait afficher ce code et on va déposer ce qu'on a copié-collé du Media Server à cet endroit-là et ça va insérer la vidéo. C'est comme ça que les vidéos sont insérées dans l'espace, comme je vous l'ai montré là dans un peu des premiers transparents. Retour d'expérience, donc les étudiants, vraiment, ils sont contents parce que ça leur permet d'avancer à leur rythme. Donc au départ, c'était surtout destiné aux étudiants qui avaient du mal à suivre aux plus faibles. Donc eux, vraiment, ils l'utilisaient, ils se raccrochaient aux cours, ça leur permettait de combler leurs lacunes par leur travail. Ils disent que ça répond, quand c'est bien choisi, ça répond bien à leurs questions. En plus, c'est des questions qu'en général, ils n'osent pas poser pendant le TD, parce que poser une question, c'est montrer qu'on est un petit peu en infériorité par rapport aux autres. Là, la question, ils vont avoir la réponse en regardant plusieurs fois la vidéo chez eux. Et ça, c'est quelque chose de bien pour eux, ça leur évite de perdre en estime d'eux-mêmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les meilleurs étudiants aussi utilisent ces vidéos. Eux, ils l'utilisent dans un autre sens. Ils savent qu'ils vont aller en TD, que certainement ils vont passer au tableau. Donc ils ont envie de préparer le cours en avance pour justement aussi être à l'aise au tableau s'ils doivent faire un exercice. Et donc eux, ils l'utilisent d'une manière inversée. C'est pour ça que c'est bien dans Moodle de ne pas bloquer l'accès aux différents éléments. Donc eux, ils ont trouvé une autre utilisation de ces données et puis ils s'en sont servis très bien. Alors, au niveau des moyens, donc je vous répète, faites léger, le minimum de temps. N'essayez pas de faire du montage, c'est très chronophage. Essayez de réduire au maximum. Et par contre, ce qu'il vous faut, c'est des journées de temps contigu, du temps sur lequel vous pouvez ne pas avoir trop la pression pour avoir le temps de vous y mettre. Alors, ces vidéos, ce n'est pas suffisant. On se rend compte, ça a été dit aussi dans une autre conférence, qu'on a besoin d'une masse critique de travail pour fixer les choses chez l'étudiant. Il va acquérir une technique, là il l'a travaillé avec les vidéos, mais derrière, il faut qu'il la répète un grand nombre de fois pour qu'elle soit fixée. Ça, c'est quelque chose qui est très différent d'un étudiant à l'autre. Certains vont y arriver en quelques essais, d'autres vont avoir besoin d'une dizaine d'essais. Et souvent, c'est quelque chose qui implique de faire des erreurs. C'est-à-dire que sans les erreurs, on n'arrive pas à intégrer vraiment la méthode. Et donc, on a besoin de faire des erreurs et d'avoir des feedbacks. Donc, ce genre de choses, c'est très bien de le faire avec des QCM. Moi, je suis un prof de maths, j'avais souvent un a priori sur les QCM. Je me disais, c'est très réducteur. Et puis, j'ai participé à des MOOC sur d'autres sujets. Je me suis rendu compte que non, on pouvait travailler ça avec des QCM. Donc, je me suis mis à en créer. Je me suis dit, comment je fais pour motiver les étudiants à faire plein de fois ces QCM? Donc, l'idée, c'est d'autoriser des tentatives multiples. J'autorise des tentatives multiples. Il y aura une note au bout, mais je ne prends en compte que la note maximale. Donc l'étudiant a intérêt à faire le maximum de tentatives. Alors évidemment, s'il n'y a qu'un seul QCM, ça ne sert à rien, parce que dès qu'il y en a un qui a trouvé toutes les réponses, il suffit qu'il les donne à ses collègues et tout le monde les recopie, il n'y a aucun travail. C'est là qu'il faut, derrière chaque question, un grand nombre de versions, dont des questions qui sont simples et d'autres qui sont plus difficiles. De telle sorte que quand l'étudiant va essayer, au début il va faire beaucoup d'erreurs, à un moment il va progresser, puis il y a un moment il va toujours buter sur quelques questions, et donc il va toujours avoir envie de recommencer le QCM, même s'il n'y a qu'une question, il va donc devoir recommencer 10 questions différentes, et là il y a un effet de ludification qui va permettre d'arriver à cette masse critique de travail. Alors de la ludification, c'est des maths, donc ça donne ça en maths. Donc, il faut imaginer, vous avez tout un tas de questions comme ça, avec énormément de formules. Si je prends la première, donc vous avez une fonction, et en l'étudiant, il doit savoir si sa transformée de Fourier est L1, C1, L2, peu importe. Donc ici, vous avez
4 cases possibles, peut-être qu'il y a 3 bonnes réponses, peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a certainement pas 0, il n'y en a certainement pas 4. Donc derrière, il y a des points positifs pour chaque bonne réponse, des points négatifs pour chaque mauvaise réponse. Donc il va essayer de tester ça, et il faut imaginer que quand il va retenter, cette fonction-là va être remplacée par une autre fonction, donc il aura le raisonnement à faire avec autre chose. Alors si je prends la question là, ça doit être le théorème de Dirichlet que tout le monde connaît. Donc si je vais chercher dans ma banque de questions Moodle, il y a 28 versions de cette question. Donc je peux avoir une très grande cohorte d'étudiants et beaucoup d'essais. Il y a très peu de chances que 2 étudiants tombent sur la même question en même temps ou qu'un étudiant retombe 2 fois sur la même question. Du coup, quand je crée mes quiz, je vais utiliser la fonctionnalité de Moodle de choisir au hasard une question dans chacune de ces catégories de la banque de questions. Donc ici, je vais dire, tu tires aléatoirement une fonction sur la régularité des transformés de Fourier, etc. Et donc, c'est comme ça qu'à chaque essai, il construit le QCM. Alors, vous pouvez voir ici, c'était une cohorte de 30 étudiants. Ils ont fait le QCM, il y a 120 tentatives, donc ça veut dire en moyenne 4 tentatives par étudiant. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai plus de correction à faire. Alors, ce temps, je peux le passer à étudier ce qu'ont fait les étudiants. Et là, ça va me donner une information, je peux faire un vrai suivi. Si je me pose des questions, est-ce que cet étudiant travaille? Quelles sont ses difficultés? Eh bien, je vais voir les rapports Moodle, ils sont très bien faits. Donc là, si je prends cet étudiant ici, je vois qu'il a travaillé un soir pendant 4 heures sur ce QCM. Il a commencé, il était à 6, il y avait plein de points qui ne marchaient pas. Quand il a recommencé, il y passe quand même une demi-heure à chaque fois, donc c'est pas rien comme temps. Il va progresser, mais on voit qu'il y a des points durs sur lesquels il a du mal à arriver au maximum. Et puis à sa dernière tentative, il a presque tout bon, il est presque arrivé au 10. Par contre, son camarade au-dessus, lui, aura réussi à arriver au 10. Donc là, on va quand même valoriser le travail. Peut-être que son camarade au-dessus est arrivé en une seule fois, lui, il a fait 5 fois, mais au final, il y aura très peu de différence, donc ça valorise le travail. Alors, je vais finir rapidement. La grosse problématique, c'est comment créer des volumes de questions énormes. Donc, chaque tentative doit faire apparaître des questions complètement différentes. Et quand 2 étudiants le font en simultané, ils ne devraient pas avoir les mêmes questions. Comme ça, même s'ils veulent s'aider, ils font chacun double de travail. Donc, c'est très bien. L'objectif est atteint. Alors, c'est là que, moi, j'ai la chance d'avoir toujours eu un côté programmeur. Donc, j'ai des logiciels de calcul numérique et formel qui sont syllabes et maxima que je maîtrise bien. Donc, j'ai pu les utiliser pour me fabriquer des gabarits que je vais remplir automatiquement avec les réponses et les feedbacks à partir d'une liste de données. D'accord ? Alors, ne vous focalisez pas sur ces logiciels. La personne qui est très à l'aise en Python le fera en Python. La personne qui est à l'aise dans un autre langage le fera avec autre chose. Mon but, c'est d'obtenir un fichier qui permet de structurer ces questions et de les intégrer directement dans Moodle. Ce format de fichier existe, c'est le format GIFT. Ça va mélanger donc du HTML et du code LaTeX pour les maths. Mon workflow est assez simple, donc je travaille d'abord avec mes logiciels syllabes maxima, je crée mes gabarits, je vais à un moment les exécuter pour générer le fichier GIFT. Ce fichier GIFT, je vais l'intégrer dans Moodle, c'est l'import à partir de la banque de questions. Et puis dans Moodle, je vais regarder si tout est bien. Des fois, il y aura des petites corrections cosmétiques. Je vais me rendre compte que Quiz, ça prend un seul Z et pas 2. Donc là, je vais faire des corrections dans Moodle et puis je réexporterai pour avoir une sauvegarde bien propre de toutes mes questions. Bon, je vous ai montré le template syllabes, donc il faut aimer un petit peu la programmation, je finis très très vite. L'idée, c'est que je donne une liste de données, mon template va calculer les questionnaires et va écrire un fichier GIFT. Donc ce template-là, ça va donner, voilà, c'est ça un fichier GIFT. Vous avez l'identifiant de la question qui est entre 2 points ici. Donc ça, c'est ce qui va permettre de repérer la question dans la base de données. Ici, vous avez le texte de la question avec des formules de maths. Et là, vous avez les réponses entre accolades avec le nombre de points, donc des points positifs, partiellement positifs, négatifs. Et puis derrière le dièse, vous avez le feedback qui sera affiché quand l'étudiant aura fait valider la question. Et voilà comment ça s'affiche dans Moodle, mais ça, on en a vu plusieurs. Je termine, donc vous irez voir si vous vous intéressez à ça. Il faut quand même avoir envie de faire de la programmation. Le problème, c'est que moi, j'étais seul, donc il fallait que je me débrouille seul pour créer de grands volumes de questions. Heureusement, j'avais ce côté-là qui me permettait de le faire. Par contre, c'est très intéressant. Une chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est qu'on a besoin, pour faire des maths, d'avoir de l'affichage LaTeX dans Moodle. Et il y a souvent des interactions compliquées avec d'autres plugins, comme par exemple avec les plugins d'émoticônes. Donc c'est un peu la même problématique que les chimistes qui veulent afficher des formules de chimie. Ça, c'est un truc dont on a besoin. Voilà, je vous remercie. Vous avez Claude Claxoun. Merci beaucoup, Philippe. Amélie, il y a une question derrière. Ah oui, c'est...
Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question autour des leviers d'action de l'évaluation. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à l'évaluation par les pairs déjà, est-ce que ça vous parle? Oui, effectivement. Alors, est-ce que ça pourrait être une solution ça fait partie des choses que j'étudie actuellement. Alors, en général, ce que je fais, c'est que moi, j'aime bien faire de la veille un peu pédagogique. Donc, ces questions de QCM, moi, j'ai commencé à y penser vers 2010-2011. Donc il y a eu 2-3 ans où j'ai testé, où j'ai fait des essais, il y a des choses qui étaient concluantes, pas d'autres. Et puis à partir de 2014, j'ai vraiment commencé à en fabriquer. Maintenant, j'ai un très grand nombre de QCM. Dans chacun de mes cours, j'ai 2 ou 3 QCM et j'ai une dizaine d'espaces de cours. Donc vous voyez, et à chaque fois, il y a des dizaines de questions et chaque question peut avoir 20 versions. Donc j'ai des volumes de questions qui sont assez énormes après. Mais donc l'évaluation par les pairs, c'est un truc auquel je pense surtout pour des enseignements avec du TP, où là, il y aurait beaucoup de codes sources à valider. Et ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de solution pour comment le mettre vraiment en pratique. D'accord, merci. Je suis à la recherche d'exemples, d'ailleurs, s'il y en a ici, ça m'intéresse. Bon, les maths vous ont fait peur, je suis désolé. Vous avez mon adresse mail dans le texte, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez aller le voir. Ouais. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Donc j'avais juste voulu savoir comment vous alternez vos exercices et vos vidéos. Vous les incluez dans un cours ou vous avez Alors en fait, ce que j'ai fait, l'idée c'est vidéo et un côté alors quiz. Les vidéos, je les intègre, c'était dans... donc ils sont dans les onglets, donc là il faut imaginer qu'il y a un onglet sur l'intégrale de Lebesgue, il y en a un autre sur les séries de Fourier, etc. Donc là je range plutôt mes vidéos, donc comme ça quand l'étudiant sait qu'il doit travailler tel domaine, il va aller chercher dans cet onglet là quels sont les exercices de base qu'il faut connaître. Voilà. Les QCM je les mets là parce que l'idée c'est que à chaque évaluation, en fait dans ce cours là j'ai 3 évaluations sur table et il y a un QCM associé à chaque évaluation, c'est à dire que le QCM ils doivent le faire quelques jours avant l'évaluation. Comme ça leur remet, ça valide leur base et après, ils sont plus solides pour l'évaluation écrite où là, on explore beaucoup plus. Ça leur a donné de l'autonomie dans la préparation de leur travail et ça a optimisé leur temps de travail au final. Ça l'a structuré aussi. Voilà, ça l'a structuré. Merci à tous. Une dernière question peut-être? Toute dernière. Bonjour. Oui. Je suis ici. Donc Sophie Guézot, à l'Université de Rennes, sur le campus de Beaulieu. Je suis enseignante de physique. Oui. Du coup, ça m'intéresse. Merci pour votre présentation. J'ai une question concernant le temps sur les tentatives de QCM. Comment vous savez que l'étudiant est réellement en train de travailler le QCM? Alors, il y a un chronomètre, c'est-à-dire qu'il a que... donc je règle le temps, en particulier en regardant combien de temps ils ont passé l'année d'avant. Donc je mets souvent une demi-heure, 40 minutes. Donc au bout de 40 minutes, le QCM est fermé et automatiquement envoyé. Okay. Donc, en général, ça correspond à peu près au temps qu'ils mettent ceux qui ont des difficultés. Maintenant, les étudiants qui ont le plus haut niveau, ils sont capables de les faire en 10 minutes et d'aller beaucoup plus vite. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Philippe.